Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « La création d'espaces sécuritaires en soins de santé pour les personnes qui consomment des drogues ». Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pu participer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lucie Vachon, je suis infirmière conseillère à l'Association des infirmiers et infirmières du Canada et j'animerai ce webinaire. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions que vous pouvez taper dans la boîte de texte Q et R que vous voyez à la droite de la diapositive. Nous répondrons à autant de questions que possible selon le temps dont nous disposons. Sans plus tarder, je vous présente Luc Cormier. Luc est infirmier autorisé et travaille au sein du programme OASIS qui offre des services de santé et sociaux axés sur la réduction des méfaits. Luc participe activement à un projet provincial visant l'intégration des pratiques fondées sur des données probantes aux soins offerts aux clients qui consomment des drogues. Il fait partie du groupe d'élaboration de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers en matière de services d'injection supervisée de l'Association des infirmiers et infirmières autorisés de l'Ontario. De plus, Luc enseigne occasionnellement à l'Université d'Ottawa et ses cours portent sur la consommation de drogue, la réduction des méfaits et le traitement du VIH. Maintenant, à vous, Luc. Merci, Lucie. Aujourd'hui, on va parler de comment créer des espaces qui sont accueillants, dans lesquels les personnes qui consomment des drogues se sentent invitées, se sentent respectées. Il y a en fait pas beaucoup d'études qui ont regardé à ça. On va regarder à une des études en fait canadiennes qui a adressé cette question et puis qui fournit quelques directions à ce niveau-là. Mais avant de commencer, je pense que c'est important de se demander pourquoi les gens prennent-ils des substances. Donc, qu'est-ce qui incite les gens à consommer? Pardon. Souvent, quand on parle de consommation de substances, de personnes qui consomment des substances, c'est vraiment dans une approche biomédicale. Donc, souvent, on est à un point où c'est devenu un problème pour la personne, pour sa santé, et puis on problématise beaucoup la consommation de substances. Je pense que ce qui est souvent omis dans les conversations qu'on a, dans les discussions qu'on a par rapport à la consommation de substances, c'est d'abord que souvent les personnes consomment pour s'amuser ou se détendre. Donc il faut quand même reconnaître que que la consommation de drogue a des bénéfices. Puis c'est pas juste on peut pas juste dire que toute consommation est nécessairement problématique. D'autres raisons pour lesquelles les personnes consomment, eh bien, c'est pour faire face à des problèmes parfois, pour gérer des émotions, comme façon de gérer ces problèmes. D'autres raisons, pour appartenir à un groupe, donc peut-être plus au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des adultes. Parfois, les gens commencent à consommer parce que leurs amis consomment ou parce qu'ils se sentent comme ils veulent appartenir au groupe, donc ils décident de consommer. Certaines personnes consomment pour améliorer leur performance, donc peut-être des personnes qui ont des difficultés à se concentrer, qui utilisent des stimulants pour accroître leur concentration. Et pour faire des expériences différentes, des expériences nouvelles. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes consomment des drogues. Puis, je pense que c'est important de se rappeler de ça, surtout quand on travaille avec des personnes qui consomment des substances. Puis, de reconnaître ça aussi que bon, la première fois quelqu'un, par exemple, que vous avez consommé de l'alcool ou autre substance, c'est probablement pas parce que vous avez entendu parler qu'il y avait beaucoup de problèmes, d'effets néfastes liés à ces substances-là. C'est parce que quelqu'un vous a dit, écoute, c'est bien, ça permet de socialiser ou ça permet de faire une expérience nouvelle ou de s'évader, etc. Donc, on va parler un peu en fait, avant de passer à cette section-là,
c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un continuum de consommation de substances. Donc, il y a une personne qui peut d'abord être abstinente, donc ne pas consommer, donc qui évidemment a aucun risque par rapport à la consommation. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, donc en fait la majorité des personnes qui consomment des drogues de façon non problématique. Donc ce n'est pas nécessairement un problème pour leur santé, ça n'affecte pas leur vie sociale. Euh, donc ce que nous, on réfère souvent à un usage contrôlé de substances. Donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, boit un verre de vin au souper, boit de l'alcool avec ses amis la fin de semaine, etc. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui, par exemple, fume du crack une ou deux fois par semaine, puis que ça n'affecte pas leur santé, tout ça. Mais parfois, quand on parle de... On accepte assez facilement qu'une personne peut consommer de l'alcool une fois de temps en temps, puis que c'est pas un problème. Mais si quelqu'un nous dit, je pense à règle générale, si quelqu'un nous dit qu'il fume du crack une ou deux fois par semaine, je pense que ça commence à devenir un petit peu inconfortable parfois pour les professionnels de la santé euh, ou et même dans la société en général parce qu'il y a cet aspect de criminalité-là. Donc, il y a vraiment une importance à se questionner par rapport à cet aspect-là, puis à réfléchir sur nos valeurs et nos attitudes envers cette consommation. Et ensuite, il y a évidemment de l'usage problématique où ça devient un problème pour la santé de la personne. Ça affecte ses relations interpersonnelles, sa vie sociale, sa vie de famille. Peut-être que ça affecte son emploi aussi. Euh, donc, c'est là où d'habitude la personne va peut-être demander pour de l'aide. Et si on continue un peu plus loin sur le continuum, on a vraiment les troubles d'utilisation de substances qui souvent à caractère chronique, il y a une certaine récurrence dans l'utilisation. Donc, la personne pourrait consommer, arrêter de consommer, recommencer de consommer. Puis, il y a vraiment, euh, souvent, on va voir ça avec des personnes qui, ça fait plusieurs années qu'ils consomment des substances. euh, et puis, il y a une certaine chronicité à ça. Donc, si on explore un peu plus les raisons pour lesquelles les personnes consomment. Mais d'abord, le concept de l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été développé par une féministe américaine, Kimberly Crenshaw, euh, qui, en fait, ça permet d'avoir une meilleure appréciation de l'intersection des diverses identités d'une personne, surtout lorsque cette personne subit simultanément plusieurs formes de discrimination ou d'oppression au sein de la société. Donc, ça permet vraiment de regarder la personne comme plus qu'une de ses identités. Donc, par exemple, si une femme s'identifie comme une femme qui fait partie de la communauté gay, qui est noire, euh, qui consomme des drogues. Donc, il y a vraiment plusieurs identités qui forment, si vous voulez, la personne donc complète. Donc, c'est important de prendre en compte qu'il n'y a pas seulement la consommation de drogue qui fait partie de sa vie, mais il y a beaucoup d'autres formes d'oppression ou de privilèges qui affectent l'expérience de cette personne-là. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas généraliser les personnes qui consomment des drogues. On ne peut pas dire que toutes les personnes qui consomment des drogues ont vécu des traumatismes ou de la violence dans leur passé. Cependant, dans les prochaines sections, on va parler un peu de quelques sources ou éléments qui reviennent fréquemment dans la pratique, dans les études, qui démontrent que même si ce n'est pas nécessairement une expérience universelle, il y a quand même beaucoup de personnes pour qui leur consommation de substances est devenue problématique, pour qui ces expériences de traumatisme et de violence sont vraiment une réalité. Donc, si on commence, souvent, les personnes ont vécu, lorsqu'on parle avec les personnes, on se rend compte qu'ils ont vécu souvent des difficultés multiples et sévères au cours de leur enfance. Donc peut-être que leurs parents ou leurs gardiens utilisaient des substances eux-mêmes ou qui vendaient de la drogue ou des substances afin de survivre, afin de pouvoir acheter de la nourriture, de se payer un logement, etc. Souvent à un très jeune âge. Peut-être que leur consommation de substances aussi est commencée très jeune. Donc, souvent avec les personnes avec qui je travaille, lorsque je leur demande combien de temps ça fait qu'ils consomment, souvent on me dit j'ai commencé quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans.
Euh, donc, souvent, ça date de très longtemps. On peut aussi concevoir la consommation de substances comme étant une réponse adaptive parfois à des traumatismes qui leur est arrivé au cours de leur jeunesse. Donc, comme je disais, c'est assez fréquent que lorsque je fais des évaluations avec des clients qui consomment des drogues ou qui ont des troubles vraiment d'utilisation de substances, euh, qui rapportent avoir eu soit des blessures physiques, spirituelles, émotionnelles, qui ont été causées par des circonstances dans leur vie qui menaçaient un peu leur intégrité, leur survie. Euh, les traumatismes, ce que nous savons des traumatismes, en fait, c'est qu'ils modifient notre perception de notre identité et de nos relations avec les autres personnes, avec le monde, etc. Puis ça a vraiment un impact sur le sentiment de sécurité d'une personne, sur son estime de soi, sur son habileté à vraiment réguler ses émotions, à s'exprimer, à exprimer de façon ses émotions. Cette expression émotionnelle, parfois, c'est très difficile avec une personne qui a eu des traumatismes. Ça peut entraîner aussi un sentiment de honte et d'impuissance. Donc, si on regarde aussi avec la consommation, quelqu'un qui a une rechute ou qui arrête de consommer pour une période de temps, qui recommence à consommer, souvent on voit ces mêmes émotions de honte, de gêne, de ne pas vouloir aller consulter des professionnels de la santé parce qu'ils pensent qu'ils vont être jugés ou que c'est un peu une faute morale de leur part. Donc, beaucoup de traumatismes et de violences, souvent qui commencent à l'enfance, et puis qui n'a souvent pas été adressés de façon optimale. Parfois, c'est que les personnes ne sont pas nécessairement prêtes à adresser ces traumatismes, qui est absolument correct, mais aussi une importance là, de reconnaître cette expérience-là, puis de vraiment offrir des soins qui sont informés par cette perspective-là. Souvent aussi, les personnes disent qu'ils consomment des substances comme forme d'automédication ou pour faire face à leur détresse. Donc, parfois, des personnes qui ont vécu, par exemple, des traumatismes, qui ont beaucoup de détresse à ce niveau-là, beaucoup de détresse psychologique, émotionnelle, euh, vont parfois s'automédicamenter avec des substances, parfois pour de nombreuses années. Donc, quand on parle d'arrêter de consommer ou de réduire sa consommation, parfois ça va un peu main dans la main avec aussi le besoin de regarder à des soutiens psychologiques ou de counseling, etc., pour adresser ces problèmes qui n'ont peut-être pas été adressés auparavant. Les personnes considèrent souvent que leur utilisation de substances est bénéfique. Donc souvent, comme je disais un peu, on problématise beaucoup la consommation, mais pour certaines personnes, ils voient vraiment, surtout quand c'est utilisé de façon d'automédication pour faire face à la détresse, pour s'évader, que les substances sont bénéfiques aussi. Donc, ça leur permet souvent, parfois, de faire face à leur stress peut-être post-traumatique, etc. Puis il y a aussi d'habitude diverses conditions qui s'intègrent et se maintiennent mutuellement. Quand on parle de comorbidité au niveau de problèmes de santé mentale, un manque de soutien social, avec aussi la stigmatisation dont on va parler dans quelques minutes, qui fait vraiment partie là, du tout de cette expérience de consommation. On ne peut aussi pas ignorer l'impact des traumatismes historiques. Donc, souvent, on va voir ça, on entend beaucoup plus parler, par exemple, du traumatisme historique quand on parle des peuples indigènes, puis de l'impact, par exemple, du système d'école résidentielle, où on voit vraiment, on développe encore cette appréciation des effets de ce système, mais que les effets des traumatismes sont transmis d'une génération à l'autre. Donc, ce n'est pas seulement individuel, mais ça peut vraiment être ressenti par des individus, des familles, des communautés et des populations entières, ce qui entraîne des disparités au niveau physique, psychologique, économique, qui sont vraiment transmis de génération en génération. Souvent,
Et aussi, donc, ce qui rappelle aussi l'importance des soins culturellement sensibles et sécuritaires qui reconnaissent les effets de cette colonisation et du système scolaire résidentiel, dont la perte de langage, de religion, l'effacement social et historique. Parfois, on y réfère même à un génocide culturel, donc qui a eu un impact qui continue maintenant plusieurs générations après la fin du système. Et excusez-moi. Donc, c'est juste pour se rappeler qu'il y a ça aussi, puis que c'est important d'y penser au moins. Donc, évidemment pas une expérience universelle, mais c'est quand même quelque chose qui est pertinent pour la pratique. Aussi brièvement, l'expérience unique des femmes. Il faut, je pense, reconnaître que les femmes qui consomment des drogues souvent sont aux prises avec des relations de pouvoir homme-femme qui sont très difficiles. Dans une étude à Vancouver avec des femmes qui consomment des drogues, qui avaient une consommation problématique de drogues, il y a vraiment là on rapporte que la violence conjugale était considérée en fait comme une expérience normale de la vie quotidienne pour des femmes qui habitaient au centre-ville ou dans le centre urbain là, de Vancouver. Puis, les femmes rencontrent aussi des barrières et des défis uniques. Par exemple, donc, il y a très peu, mais selon la ville, là, mais très peu de services qui sont peut-être offerts uniquement aux femmes, donc qui peut être important quand les femmes ont subi beaucoup de violences qui ont été faites par des hommes. Et souvent aussi l'utilisation de drogue ou la consommation de femmes souvent est liée à des relations qu'elles ont eues avec des partenaires de sexe masculin auparavant, donc qui leur ont introduit à la consommation de substances. Et parfois aussi, ces mêmes partenaires sont impliqués dans des activités criminelles. Et puis un peu, elles sont introduites à cette criminalisation-là par l'entremise de leurs partenaires. Évidemment, il y a beaucoup de différences quand on regarde l'intersectionnalité. C'est pas toutes les femmes qui sont victimes de violences, etc. Mais c'est beaucoup prévalent auprès des femmes qui consomment les substances. Donc, on ne peut aussi pas parler de création de milieux de soins de santé sécuritaires pour les personnes qui consomment sans parler de stigmatisation. Donc, il existe plusieurs définitions de la stigmatisation. Parfois, on parle de stigmatisation comme étant une forme, une marque, une démarcation, souvent avec un attachement d'une valeur négative. Mais Link et Phelan, en fait, définissent la stigmatisation comme étant un processus social qui implique l'étiquetage, les stéréotypes, une perte de statut et une discrimination qui se manifeste lorsque des dynamiques de pouvoir inégales existent. Donc, quand on parle de la relation client et infirmière, il y a une relation de pouvoir. Donc, il y a vraiment une occasion ou un milieu où la stigmatisation peut vraiment se manifester. La stigmatisation affecte la santé en créant des barrières dans les interactions cliniques, en ajoutant au stress social et à la discrimination croissante envers la personne qui consomme des drogues. Donc, plus spécifiquement, si on pense à la stigmatisation, donc il y a différents types de stigmatisation. Il y a vraiment une stigmatisation auprès de l'individu. Donc, parfois, les individus vont internaliser les stigmatisations, les idées négatives, les attitudes négatives dans la société. Puis parfois, les personnes avec qui je travaille vont même s'identifier comme « Ah, je suis juste un drogué », par exemple. On pourrait dire ça. Une personne pourrait dire ça. Donc, qui est vraiment un peu, c'est un exemple d'une internalisation de la stigmatisation et puis des valeurs qui leur sont associées. Donc, les troubles d'utilisation liés à des substances sont plus fortement stigmatisés que les autres conditions de santé. Donc, un des aspects qu'on ne peut pas négliger de parler ou d'adresser, c'est en fait l'aspect criminel de la consommation de substances. Donc, si on pense au diabète ou à l'hypertension, etc., il n'y a pas vraiment d'aspect criminel qui leur sont liés. Mais pour les personnes qui ont des troubles de consommation de substances,
pour la majorité des personnes, ce sont des substances illicites, donc illégales. Donc le fait que ce soit criminel aussi, ça affecte beaucoup la perception des professionnels de la santé, et puis ça affecte beaucoup l'interaction que les personnes vont avoir. Donc par exemple, donc ce qui se traduit en fait que l'environnement hospitalier est vraiment un endroit qui est déplaisant pour les personnes qui consomment des substances, souvent, règle générale. Il y a plusieurs clients avec qui je travaille qui vraiment refusent d'aller à l'hôpital ou qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'aller à l'hôpital. La consommation de substances est également liée symboliquement à une gamme d'autres conditions de santé stigmatisées, dont, par exemple, le VIH, l'hépatite C, des problèmes de santé mentale. Donc, ça fait un peu un effet donc ça augmente l'effet de la stigmatisation en ayant un peu un effet cumulatif. C'est aussi, la stigmatisation est aussi basée sur des inégalités sociales, mais aussi développée et renforcée par des expériences interpersonnelles. Donc, l'interaction que la personne qui consomme des substances va avoir avec les professionnels de la santé va vraiment influencer sa perception de son expérience et les résultats des soins de santé, en fait. Il y a aussi plusieurs facteurs structurels qui ont été démontrés dans certaines études, tels que les contraintes de temps. Donc, dans un environnement, dans les soins de santé, où actuellement on nous demande de faire plus avec moins, le fait d'avoir des contraintes de temps sont liés à la stigmatisation des personnes qui utilisent des substances. Pourquoi? Eh bien, une des façons de contrer la stigmatisation, c'est vraiment de passer du temps avec la personne, d'apprendre à connaître la personne, de regarder au-delà de son diagnostic. Mais comment on peut faire ça si on n'a pas le temps de s'asseoir avec la personne et puis vraiment d'avoir une meilleure appréciation de ses expériences antérieures. Donc, c'est difficile dans le contexte actuel, mais je pense que même si peut-être qu'on n'aura pas la solution parfaite, mais je pense on doit à nos clients qui consomment des substances, on se doit pour eux de faire mieux que ce qu'on fait actuellement, dans règle générale, dans les hôpitaux, dans le système de santé. Parce que cette stigmatisation est vraiment profondément intégrée dans le système de santé. En fait, si on regarde un peu à l'impact de la stigmatisation, donc comment ça peut influencer vraiment sur la santé, c'est un schéma que j'ai adapté qui vraiment permet d'illustrer que, bon, la personne fait l'expérience de la stigmatisation, il peut y avoir une discrimination ou un traitement différentiel à ce niveau-là parce que la personne a été identifiée comme étant une personne qui consomme des substances. Qui peut mener à une isolation. Donc, la personne décide de ne pas aller à l'hôpital, elle est gênée, elle a honte, donc qui fait que c'est très difficile pour elle de demander de l'aide si une personne décide de s'isoler parce qu'il se sent stigmatisé. Ce qui mène souvent à un délai du traitement. Donc, la personne plusieurs personnes que je vois, moi, dans mon travail, refusent d'aller à l'hôpital, même s'ils ont un problème de santé qui serait mieux traité à l'hôpital. Donc, souvent, ils vont attendre jusqu'à la dernière minute où ils se sentent vraiment qu'ils peuvent vraiment plus attendre parce que leurs conditions ne s'améliorent pas. Et puis, finalement, ils décident de consulter. Souvent, ce qu'on voit, c'est un désengagement du traitement. Donc, la personne pourrait quitter l'hôpital, par exemple, de façon précoce avant la fin de son traitement. Et ça, c'est vraiment une expérience très, très, très fréquente auprès des personnes avec qui je travaille, des personnes qui consomment des substances. Le fait qu'ils, souvent, on va indiquer dans leur dossier qu'ils ont quitté contre avis du médecin ou contre avis médical. Souvent, vraiment lié à leur traitement par les professionnels de la santé, par l'hôpital ou les institutions,
souvent liées à la stigmatisation. Parfois, on leur met plein de contraintes ou plein de conditions. Par exemple, si tu veux rester à l'hôpital, tu n'as pas le droit d'avoir aucun visiteur, tu n'as pas le droit de quitter ta chambre, tu n'as pas le droit d'aller dehors, tu n'as pas le droit de faire ci ou de faire ça. Donc, vraiment, c'est une approche punitive qu'on ne voit pas vraiment avec d'autres clients ou d'autres personnes avec d'autres problèmes de santé. Donc, c'est vraiment pas un environnement pour pour les personnes qui consomment des drogues qui est invitant ou accueillant. Et bon, si une personne quitte avant la fin de son traitement ou fait des délais décide de ne pas aller à l'hôpital pour des problèmes qui vraiment méritent d'être traités, souvent on va voir une détérioration de l'état de santé qui, en soi, peut aussi lier à la stigmatisation. Donc, si ça peut mener à une invalidité ou des divers handicaps qui aussi sont liés à de la stigmatisation. Donc, c'est un peu un cycle de stigmatisation qui est très réel, qui vraiment illustre l'importance de s'adresser à la stigmatisation pour vraiment améliorer la santé des personnes qui consomment des substances. La sécurité culturelle pour des personnes qui utilisent des substances. En fait, le concept de sécurité culturelle a été utilisé pour adresser la stigmatisation, la discrimination et les inégalités en matière d'accès aux services de santé auprès des populations indigènes. Donc, souvent, c'est dans ce contexte-là que ça a d'abord été défini et utilisé. Mais ce qui a mené cette étude ici un des facteurs déclencheurs, c'était que les infirmières à Insight, dont le site d'injection supervisée à Vancouver, on trouvait que c'était le concept de sécurité culturelle était utile pour des clients indigènes, mais aussi pour des clients non indigènes qui ne s'identifiaient pas comme étant de peuples indigènes, mais que l'approche comme telle était efficace à réduire la stigmatisation et à créer des environnements plus invitants. Donc, une équipe menée par Bernie Pauley, qui est une infirmière en Colombie-Britannique, une étude ethnographique qui, en fait, avait comme objectif d'explorer les points de vue des patients et des infirmières sur les soins culturellement sécuritaires, donc en anglais Culturally Safe Care. Donc, j'ai juste traduit, c'est ma traduction, donc je ne sais pas s'il y a une traduction mieux acceptée, mais de s'attarder à ça et du rôle que le milieu hospitalier joue dans la promotion ou la limitation de ces soins. Donc, quelles sont les barrières, les facteurs facilitateurs, etc. Deux questions qui faisaient partie de l'étude. La première, c'était de comprendre que sont des soins culturellement sécuritaires pour des personnes qui consomment des substances à l'hôpital et qui ont des facteurs sociaux désavantageux, donc qui soit ont fait l'expérience qui sont sans abri, qui ont qui n'ont peut-être pas d'emploi, etc. Et la deuxième question, comment les infirmiers ou les infirmières peuvent-elles prodiguer des soins culturellement sécuritaires, compétents et conformes à l'éthique pour cette population de clients? Au cœur de cette approche de la sécurité des soins culturellement sécuritaires, c'est l'acceptation inconditionnelle, peu importe les décisions ou les circonstances du client, de ces clients-là. Donc, c'est vraiment ancré dans le respect de la dignité de la personne. Donc, à la lumière de cette étude-là et d'autres études aussi qui ont un peu regardé à l'expérience des personnes qui consomment des substances et leur interaction avec le système de santé, on se demande la question, comment peut-on rendre le système de santé plus accessible et plus sécuritaire pour les personnes qui consomment des substances? Donc, 3 points généraux que je vais définir dans les prochaines minutes. La première, reconnaître l'inégalité en matière des soins de santé offerts aux personnes qui consomment des substances. Ensuite, établir des relations thérapeutiques basées sur la confiance et le respect des personnes qui consomment des substances. Et finalement, créer des environnements de soins politiques et pratiques, donc au niveau des politiques de l'institution, qui sont propices à un climat de confiance. Donc, premièrement, reconnaître la problématique. Donc, souvent on dit qu'on ne peut pas
on ne peut pas adresser un problème si on ne reconnaît pas qu'il y a d'abord un problème et qu'on n'identifie pas le problème comme tel. Donc, la première étape pour offrir des soins culturellement sécuritaires, en fait, c'est de reconnaître que la stigmatisation et les stéréotypes souvent négatifs à, à par rapport aux personnes qui consomment des substances sont prévalents, sont très présents dans le système de santé, dans nos institutions. Donc, il faut reconnaître ça, il faut accepter, il faut réfléchir à cette stigmatisation, comment ça peut influencer notre perception des clients, etc. Il faut reconnaître qu'il y a une relation de pouvoir entre professionnels de la santé et clients. Il faut reconnaître ensuite que, en fait, c'est pas à propos de nous comme professionnels de la santé, c'est vraiment à propos de la personne. Souvent, quand on parle de personnes qui consomment des substances et de leur interaction avec le système de santé, souvent ça commence par des frustrations au niveau du personnel qui se dit, écoute, c'est très difficile de travailler avec ces personnes-là, ça nous met dans des situations difficiles, on ne sait pas quoi faire, on se sent pas soutenu dans nos institutions, etc. Donc, il parle vraiment ça part d'habitude d'un comment peut-on résoudre le problème pour le personnel. Mais je pense que une des choses qu'il faut faire d'abord, c'est de se questionner. Oui, c'est important que le personnel se sente soutenu et dans les institutions, par les politiques, etc. Mais il faut aussi d'abord, je pense, se questionner sur ou remettre l'attention sur les personnes avec qui on travaille. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment pour ces personnes-là qu'on offre des soins. On est là pour les personnes, pour soutenir les personnes qui consomment des substances et tous les autres clients avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment important de remettre le focus sur les personnes, le client. Il faut reconnaître que la confiance d'abord doit être gagnée. Donc, on ne peut pas assumer que seulement parce qu'on est des professionnels de la santé que la personne va nous faire confiance. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, souvent, les personnes ont vécu plusieurs expériences négatives en consultant, en accédant des soins de service, des soins de santé. Il faut aussi reconnaître que, la criminalisation est un produit des politiques en matière de drogue. Donc, c'est un phénomène social qui a beaucoup de méfaits importants. Donc, souvent, si on pense aux effets, aux conséquences de la consommation de drogue, je pense qu'on peut dire que les effets sociaux sont pires que les effets sur la santé, dans la plupart des cas. Donc, le fait d'avoir, par exemple, un dossier criminel, crée une énorme barrière pour les personnes, pour cette personne-là, si elle décide, par exemple, qu'elle veut avoir un emploi dans le futur, qu'elle veut accéder à différents services, tout ça. Parfois, le fait d'avoir un dossier criminel, c'est une barrière absolue, puis on ne peut pas passer par-dessus. Donc, ça, c'est vraiment une conséquence qui est le produit des politiques en matière de drogue. Puis pas des drogues comme telles. Donc, je pense que ça, c'est toute une autre discussion, l'aspect de la criminalisation, mais ça joue un gros impact. Il faut aussi reconnaître que les personnes qui consomment des drogues, en fait, veulent être traitées avec respect et dignité, comme toutes les autres personnes avec qui nous travaillons. Ensuite, il faut établir des relations basées sur la confiance et le respect. Donc, parce qu'on vient de reconnaître l'impact de la stigmatisation et on reconnaît que la personne souvent craint d'accéder aux soins. Souvent, je pense que parce que ça peut être une population selon où vous travaillez comme infirmière ou infirmier, si vous travaillez par exemple dans une salle d'urgence ou à l'étage, dans un hôpital, parfois les clients sont vus ou les personnes qui consomment des substances sont vues comme étant des patients difficiles. Donc, parfois, si une infirmière reçoit une assignation de ce patient difficile, si on dit, elle va s'attendre à ce que le patient va être difficile, qu'il va avoir beaucoup de frustration, que ça va être difficile, tout ça.
Et le patient, de son côté, la personne qui consomme des substances, s'attend que l'infirmière va avoir une perception négative, des attitudes négatives par rapport à sa consommation, qu'elle va mettre en place des actions punitives, en fait, qu'elle ne veut pas vraiment que la personne soit là. Donc, les deux personnes s'attendent un peu que ça va mal aller, puis parfois, parce qu'on s'attend que ça va mal aller, ça va pas bien. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut reconnaître comme infirmière et infirmier, et vraiment travailler encore plus fort, si vous voulez, pour établir des relations qui sont vraiment basées sur la confiance et le respect. Ça inclut rencontrer la personne où elle est en lien avec ses buts et ses priorités. Et vraiment, quand on prend des décisions, il faut inclure ces personnes dans la prise de décision partagée. Donc, comme on devrait le faire avec tous les autres clients, on devrait faire ça avec les personnes, encore plus avec les personnes qui consomment des substances. Parce que souvent, ils ont l'impression que on leur dit quoi faire ou que c'est un peu c'est trop didactique, c'est trop prescriptif. Et puis souvent, les personnes qui consomment des drogues savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, ce qui est mieux pour eux. Même le simple fait de quand on va prendre une ponction veineuse chez un client pour collecter du sang, parfois, une des choses que moi j'entends dans la clinique, souvent c'est ah, l'infirmière, je lui ai dit, va pas dans ce bras-là, va dans l'autre ou va dans cette veine ici, c'est la seule qui fonctionne. Elle m'a pas écouté, puis là, ils m'ont piqué 15 fois, puis là, finalement, quelqu'un est allé où je leur avais dit, puis ils ont pu avoir la veine. Donc, même si ça a l'air très, très simple, des petites choses comme ça ont un gros impact sur les personnes, surtout lorsqu'ils ont eu des expériences négatives dans le passé. Donc, il faut vraiment respecter leur expertise, leurs valeurs, et leurs buts et priorités actuels. Donc, parfois, ça s'aligne complètement pas avec ce que nous, on a comme but et priorité, mais rappelons-nous que ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de la personne qui est devant nous à l'hôpital ou dans la clinique. Il faut passer du temps avec la personne. Il faut reconnaître que le fait que la personne consomme des substances, en fait, c'est vraiment une partie minime de son identité et ça nous dit vraiment rien par rapport à quel type de personne elle est, quels sont ses passe-temps, quelles sont les activités qui lui donnent du plaisir, quelles sont les activités qu'elle fait euh, qui lui donnent une joie de vivre, etc. Donc, il faut passer du temps avec la personne, lui poser des questions ouvertes, faire preuve de patience, d'empathie et de compassion. Un des outils qui est très utile, en fait, si vous n'avez pas ces aptitudes, c'est l'entretien motivationnel, qui vous permet vraiment de développer une approche qui est une approche collaborative, si vous voulez, et pas prescriptive. Donc, si on regarde quels sont les facteurs qui nuisent, qui facilitent la prestation de soins culturellement sécuritaires. Donc, ça faisait partie de l'étude de Bernie Pauly. Donc, certains des facteurs qui ont été soulignés comme étant des facteurs limitants étaient d'abord un engagement qui facilite, des facteurs qui facilitent un engagement organisationnel clair pour servir des personnes qui utilisent des substances. Donc, si l'hôpital dit, écoute, nous reconnaissons que les personnes qui consomment des drogues ont accès à nos services, viennent dans nos services, qu'il y a de la stigmatisation, de la discrimination qui se fait, voici notre position. Nous pensons que, d'abord, un exemple, la réduction des méfaits comme philosophie est vraiment à la base de notre vision et de notre travail. Et voici des politiques organisationnelles qui sont claires, qui vraiment définissent nos attentes en ce qui a trait à la qualité des soins que les personnes qui consomment des drogues méritent et ont vraiment le droit fondamental d'avoir. Les infirmières ont aussi identifié que des ressources qui favorisent
la qualité des soins de qualité sont le travail d'équipe, le fait d'avoir d'autres professionnels de la santé sur l'équipe, donc au-delà du médecin et infirmière, par exemple des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, et d'avoir du personnel qui ont de l'expertise en traitement des troubles d'utilisation de substances. C'est vraiment important d'avoir ces connaissances-là, puis ces aptitudes à travailler avec les personnes et à vraiment avoir une approche qui est un peu là, comme je viens de définir, là, qui permet d'établir des relations de confiance et de respect. La formation du personnel et l'éducation sur les troubles d'utilisation de substances et la consommation de substances en général est vraiment important aussi pour cette même raison. Donc, quels facteurs nuisent à la prestation culturellement séculaire? Donc, quelles sont certaines des barrières? Donc, lacune au niveau de la formation sur la consommation de substances et le traitement des troubles d'utilisation de substances. Ça, j'entends ça beaucoup d'infirmières et d'infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux, qui me disent, écoute, j'ai l'impression que plusieurs personnes avec qui je travaille ne sont pas nécessairement compétents ou n'ont pas les compétences nécessaires pour travailler avec les personnes qui consomment des substances. Le fait d'avoir des politiques qui sont ambiguës ou contradictoires liées à la consommation de drogue. Par exemple, si un hôpital dit nous soutenons la réduction des méfaits, tout ça, mais absolument aucune consommation de substances dans notre établissement, absolument aucune, on ne doit absolument pas donner de seringues stériles à des personnes qui consomment des substances, etc. Donc, ça, c'est des politiques qui sont contradictoires, qui vraiment font en sorte que les infirmières se sentent parfois aux prises avec des décisions difficiles, puis sans vraiment savoir quelle est la bonne décision ou la meilleure approche. Le fait d'avoir des taux d'attrition élevés au sein du personnel et d'avoir aussi une population de clients qui est très diversifiée fait en sorte que c'est plus difficile. Et des manques d'informations et de ressources pour faciliter la gestion des sevrages et aussi le suivi médical dans la communauté. Donc, peut-être que le personnel n'a pas beaucoup de connaissances par rapport à quels sont les divers services dans la communauté, à qui on peut référer. Est-ce que si on initie un traitement, par exemple, agoniste aux opioïdes, dont la Suboxone, la méthadone, est-ce qu'on peut lier cette personne-là dans la communauté dès son congé? Etc. Des questions comme ça, très pratico-pratiques, sont importants et font vraiment la différence entre un personnel qui a l'impression qu'ils savent comment donner des soins de qualité aux personnes qui consomment des substances. Donc, j'ai parlé beaucoup de la réduction des méfaits. Donc, brièvement, c'est quoi la réduction des méfaits? En fait, c'est une approche qui est pragmatique. C'est une approche de santé publique qui vise à réduire les conséquences négatives des comportements d'un individu. Donc, ça ne s'applique pas seulement à la consommation de substances. On peut, n'importe quel comportement qui ont des risques, on peut appliquer la réduction des méfaits. En fait, je dirais même qu'avec toute condition de santé, on applique la réduction des méfaits. Donc, si une personne a le diabète, l'hypertension, on lui donne des outils pour réduire les méfaits ou les conséquences de cette condition-là. C'est un mouvement de justice sociale qui est basé sur le respect des droits de la personne qui consomme des drogues. Et c'est aussi basé sur l'idée que nous acceptons que l'utilisation de drogues ou des autres comportements, selon le contexte, font partie de notre réalité et qu'il est mieux d'en minimiser les effets nocifs que d'ignorer ou condamner la problématique ou les personnes qui consomment des substances. Ça permet aussi de reconnaître que la consommation de drogue est un phénomène multidimensionnel complexe qui se situe sur un continuum, donc comme j'expliquais tout à l'heure, qui va de l'abstinence vers l'usage contrôlé, vers un usage problématique et ensuite le trouble d'utilisation de substances. Ça reconnaît que les réalités de pauvreté, de racisme, d'isolation sociale, d'événements traumatiques antérieurs, de discrimination et les autres inégalités sociales affectent à la fois la susceptibilité d'utiliser des drogues et aussi la capacité de la personne à en gérer efficacement les conséquences. Donc, j'avais un client à la clinique qui avait, à travers ses efforts, ses buts, tout ça, avait été capable d'arrêter de consommer des substances
après avoir été à un centre de désintoxication, et puis retourner à la maison, mais une fois revenu à la maison, les personnes qui lui vendaient d'habitude des drogues sont revenues à sa maison, ont commencé à cogner à sa porte, lui ont offert des drogues gratuites, tout ça. Et puis, donc ça fait que si le fait d'arrêter, c'est très difficile, ça prend beaucoup de travail, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de continuer d'arrêter cette abstinence si c'est le but de la personne. Si la personne doit retourner dans son environnement social sans soutien additionnel, sans vraiment qu'on s'attarde à la question de logement, d'emploi, de relations interpersonnelles, tout ça. Donc, c'est très, très difficile de juste arrêter de consommer. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance de la réduction des méfaits. Et ça, c'est les principes fondamentaux de la réduction des méfaits. Donc, c'est vraiment axé sur la personne, respect des droits humains de la personne. Il faut inclure les personnes qui consomment des drogues dans les politiques et le développement des programmes. Il faut baser nos décisions sur des données probantes. Il faut une approche sans jugement et qui est une approche qui est pratique. Donc, si une personne dit « Je ne suis pas prêt à arrêter de consommer des drogues aujourd'hui », si on lui dit « Ah, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un centre de désintoxication ?» C'est pas très utile comme approche. Puis en fait, ça peut même causer la personne à vouloir se désengager de cette relation parce que on a l'impression qu'on essaie de la pousser ou de lui dire qu'est-ce qu'elle devrait faire. Des stratégies pour réduire la stigmatisation. L'importance des mots. Donc, ça, j'entends ça beaucoup des clients avec qui je travaille, que souvent ils vont aller à l'hôpital, puis on va leur dire que soit ils sont juste à l'hôpital parce qu'ils cherchent des drogues, ils sont là pour aller chercher des drogues et ils n'ont pas vraiment de problème de santé. Ou des mots comme junkie en anglais, ou on dit aussi clean, donc le fait que la personne ne consomme pas de drogue, on va dire qu'elle est propre ou clean, ou sale si elle consomme des drogues, ou s'il y a des drogues dans son urine, qui vraiment, c'est pas un langage qu'on utilise avec n'importe quel autre problème de santé. Donc c'est vraiment des mots qui ont une certaine valeur, donc ce sont des mots négatifs. Il faut aussi définir la récupération comme étant un processus plutôt qu'un but statique. Donc, ça revient à dire que on ne peut pas s'attendre que tout le monde a le but de devenir abstinent. Il faut respecter que la personne a ses propres objectifs, ses propres buts. La récupération, dans le passé, on attachait ça à l'abstinence. Mais vraiment, pour moi, la récupération, c'est le fait de redécouvrir un peu sa personnalité, de trouver des nouvelles façons d'être dans le monde, de se définir son identité, parce qu'il y a vraiment surtout quand ça devient très problématique ou un trouble d'utilisation de substances, les substances deviennent le point central de la personne, alors que vraiment quand la personne décide de réduire ou d'arrêter sa consommation, il faut remplacer tout ce temps-là par des choses qui lui donnent du bonheur, qui lui font plaisir, etc. Donc, c'est un peu un processus de redécouverte de soi, etc. Donc, parfois, c'est la musique, parfois, c'est l'art qui les intéresse. Donc, de trouver des moyens de s'exprimer qui incluent ou non la consommation de substances selon leur but. Donc, pour faire ça aussi comme infirmier, ça requiert une autoréflexion sur nos valeurs et nos idées préconçues. C'est vraiment très important de se poser des questions, de réfléchir par rapport à nos attitudes. Il faut avoir une vision holistique de la personne. Donc, ça, j'ai parlé de ça il y a quelques minutes. Donc, le fait que la personne consomme, c'est juste un petit peu d'informations sur cette personne-là. Puis, les gens sont beaucoup plus complexes que les étiquettes qui leur sont données. Donc, il faut se concentrer sur les objectifs et les besoins de la personne aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Et puis aussi lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir à propos de vous qui me permettrait de mieux vous offrir des services? Est-ce que donc des questions comme qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Ou avant votre consommation de drogue, est-ce que vous aviez des passe-temps que vous aimiez faire, etc.
Ensuite, il faut dénoncer les pratiques et les attitudes nuisibles. Donc, nous avons, comme infirmiers et infirmières, une responsabilité éthique de contester les inexactitudes, d'éduquer les autres et de les guider vers des sources crédibles d'information. Il faut aussi célébrer les succès des personnes qui utilisent des substances, donc créer des espaces où les personnes qui consomment des substances peuvent partager leurs histoires et leurs expériences positives pour, pour vraiment illustrer l'aspect humain des troubles d'utilisation de substances. Donc, on fait si le personnel a des formations, etc., ce serait une bonne occasion de demander à une personne qui consomme des drogues, qui a utilisé vos services ou qui fait partie d'un groupe dans la communauté qui fait du travail de développement communautaire, etc., de venir parler au personnel, de leur parler de leurs histoires, etc. Élaborer des politiques organisationnelles qui traitent de la stigmatisation et de ses effets, donc favoriser des interventions de réduction des méfaits qui veillent à ce que les clients aient accès à des services complets fondés sur des données probantes. Donc, par exemple, initier le traitement des agonistes opioïdes à l'hôpital, permettre la distribution de seringues stériles dans les hôpitaux ou dans les autres services de santé, aiguiller les personnes vers des services de counseling, vers de l'aide au logement, etc. Donc vraiment, pas juste parler de consommation, mais quels sont aussi tous les autres services dont la personne pourrait avoir besoin, même si elle décide de ne pas réduire sa consommation ou d'arrêter de consommer, on peut toujours travailler sur d'autres dimensions de la vie de la personne. Les soins devraient être informés par les traumatismes, donc en anglais on appelle trauma informed, qui ne requiert pas nécessairement que les personnes abordent leur traumatisme, parlent de leur traumatisme, mais c'est une approche qui reconnaît que les personnes ont eu des traumatismes et qu'il faut être flexible, qu'il faut s'adapter pour vraiment rencontrer les besoins de la personne. Et aussi, donc, comme je définissais tout à l'heure, les soins culturellement sécuritaires. Ça peut aussi être utile d'établir un comité consultatif de personnes qui utilisent des substances. Donc, participation active des personnes qui consomment des drogues dans l'élaboration, l'évaluation de programmes, ainsi que dans la formation et l'éducation du personnel. Donc, ça termine le contenu de ma présentation. Donc, quelques questions pour vous poser. Par exemple, est-ce que votre organisation a une politique sur la réduction des méfaits ou sur des soins culturellement sécuritaires et à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce que les membres de votre équipe soutiennent les approches de réduction des méfaits? Comment pouvez-vous contribuer à la réduction de la stigmatisation des personnes qui utilisent des substances dans votre milieu? J'ai aussi mis quelques ressources, donc le lien à l'article qui un peu définit les résultats de l'étude sur la création de soins culturellement sécuritaires pour les personnes qui consomment des drogues. Il y a aussi la pratique exemplaire sur l'établissement de relations avec les clients qui consomment des substances de l'Association des infirmiers autorisés de l'Ontario. Et aussi un document du réseau juridique canadien VIH-Sida sur l'inclusion des personnes qui consomment des substances dans l'élaboration de politiques et de programmes. Donc, Lucie, je pense que ça vous revient? Oui, excusez-moi, merci beaucoup, Luc, pour votre présentation. Comme je disais, vous avez donné beaucoup d'informations. Puis, comme professionnel de la santé, vraiment, ça nous porte à réfléchir sur la pratique pour cette clientèle. On a juste quelques minutes encore au webinaire. Comme ça, j'inviterai les participants, s'ils ont des questions, à les mettre, à les taper dans la boîte à droite au niveau de la petite fenêtre de Q et R. Et on aura juste quelques minutes pour répondre peut-être à 2 questions. Une question qu'on a déjà reçue, quelles sont les stratégies efficaces pour vraiment éduquer les professionnels de la santé et le public sur ce sujet? Peut-être vous avez des conseils à nous donner. Oui, je pense que
Donc, comme je disais, d'inclure les personnes d'abord avec qui nous travaillons, donc les personnes qui consomment des drogues, dans ces sessions de formation, etc. Vraiment de donner les outils nécessaires, d'encourager, de créer un environnement où les personnes peuvent vraiment faire de l'autoréflexion. Ça sonne un peu, je sais pas, ça peut sonner pour certaines personnes un petit peu banal de se questionner là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment important, surtout lorsqu'on parle de consommation de drogue qui est vraiment beaucoup stigmatisée au niveau de notre société et selon laquelle là aussi il y a beaucoup de discrimination. Pour ce qui est du public, nous, qu'on a fait nos consultations publiques sur la consommation, sur les services d'injection supervisés au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable à Ottawa, on a utilisé un peu une approche de l'entretien motivationnel, donc c'est un peu, comme j'expliquais, une approche où il n'y a pas vraiment de confrontation. On écoute les personnes, on fait de l'écoute active, on leur dit, on donne l'information, et puis s'il y a de la résistance, on roule avec la résistance, puis on leur donne l'information. Nous, on avait invité les gens à venir ici, à visiter nos locaux, parler de nos différents programmes que l'on fait. Aussi, je pense, le fait d'avoir, il y a certaines des groupes de consultation dans lesquels il y avait des clients de notre programme qui parlaient de leurs expériences. Donc, je pense de vraiment s'attacher de parler de l'aspect humain de la consommation. C'est facile de stigmatiser la consommation, de généraliser, de dire que tout le monde est pareil, que c'est une question personnelle, c'est un choix personnel. Mais c'est facile d'oublier le contexte social, mais souvent qu'on prend le temps d'expliquer ce contexte et puis de parler de l'aspect humain, je pense que ça a un impact beaucoup plus important. Une autre question aussi qu'on a reçue, c'est comment pouvons-nous, en tant qu'infirmiers et infirmières qui soutiennent une approche de réduction des méfaits, encourager les collègues, surtout les collègues qui travaillent en milieu de soins aigus? Donc, il y a un des hôpitaux, en fait, local ici à Ottawa, où il y avait certaines problématiques certains problèmes qui étaient survenus avec des personnes qui consomment des substances. Le personnel, il y avait plusieurs infirmières ou infirmiers qui se sentaient mal par rapport à comment ça avait été géré, tout ça. Donc, ils ont formé un groupe, ils se sont un peu organisés et ont vraiment revendiqué pour avoir une politique qui soutient leur travail, en plus d'avoir aussi organisé aussi une journée d'éducation pour le personnel. C'est vraiment important que tout le monde soit inclus, donc les travailleurs sociaux, les infirmiers, les infirmières, peut-être même le personnel qui fait le ménage, les médecins, tout ça, parce que n'importe quel, c'est facile quand une personne anticipe une stigmatisation, une discrimination, peu importe d'où ça vient, ça peut avoir un impact très négatif puis créer des environnements qui ne sont pas vraiment accueillants ou sécuritaires pour les personnes. Donc, je pense que de s'organiser, de revendiquer, de parler à d'autres personnes, je suis sûr si vous vous sentez comme infirmier ou infirmière que ce qui se passe dans votre hôpital ou dans votre institution vous dérange, sûrement qu'il y a d'autres infirmiers ou infirmières qui se sentent de la même façon, puis parfois il y a voyons, plus de personnes, ça a un plus gros impact sur le changement, sur la capacité de changer les choses. OK, merci Luc. C'est le temps qu'on avait pour la présentation. Encore, je pense que votre partage de connaissances nous aide à mieux s'outiller comme intervenant de la santé. Encore un gros merci. Le prochain webinaire offert va être le 29 juin. Ça va être le sujet va être le cannabis au Canada, les répercussions pour la profession infirmière dans les secteurs de la réglementation et des soins de santé en constante évolution. Ça va être le 29 juin à 12 heures. Encore un gros merci. On invite les participants à répondre à un court sondage. Ça, il y a 2 questions. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre au sondage.
Et par la suite aussi, vous allez pouvoir accéder à obtenir un certificat de participation au webinaire d'aujourd'hui avec les instructions. Encore, merci à tous d'avoir participé et merci à Luc pour votre présentation d'aujourd'hui. Merci.